Donc merci, c'est la reprise. On y va. On est donc sur une séquence défi. Le défi, c'est à la fois de pitcher en 3 minutes et de proposer un projet. Donc finale du Biomime Challenge jusqu'à 14h45. Pour présenter avec moi ce Biomime Challenge, j'appelle sous vos applaudissements s'il vous plaît Anne Prieur-Vernat du laboratoire de NJ. Merci beaucoup Anne d'être présente, de soutenir via NJ ce challenge étudiant et puis de participer avec moi à l'exercice. Merci d'être là. Eh bien, merci Alain. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Anne Prieur-Vernat. Je travaille au centre de recherche d'NJ où je suis en charge d'une équipe de recherche qui s'appelle Environnement et Société, dans laquelle on essaie de travailler aussi sur le biomimétisme et de faire en sorte que la démarche de biomimétisme puisse infuser dans les activités d'NJ. Voilà, donc je suis très contente de co-animer avec vous ce challenge. Et à l'issue du challenge, on pourrait aussi bien imaginer que des groupes d'étudiants puissent visiter notre nouveau site, puisqu'on déménage à la fin de l'année à Stein. On aura donc des locaux tout neufs, tout beaux dans notre centre de recherche. Voilà. Intéressant. Invitation d'Engie du CRIGEN pour des équipes porteurs de projets pour une petite visite guidée, porte ouverte des nouvelles installations Horizon 2020. Merci beaucoup. On connaît un peu les activités du CRIGEN via Marianne Gallardo qui nous avait fait une brillante intervention l'année dernière. Donc on est ravis de ces fidélités. Vous allez découvrir l'ordre de passage. Merci au jury, Kalina Raskin, Marianne Gallardo, Nicolas Vernutello, Lucie Couturier, Anthony Clémence Béchu, François Spiro et Léa Zaslavski, qui ont déjà évalué les dossiers. Et on a 7 dossiers en finale. On va démarrer avec Hydro, s'il vous plaît, sur scène, Marine Chamorro, Charlotte Piccoli et Vincent Pruvot. Ne vous inquiétez pas, vos 3 minutes n'ont pas commencé. Je vous explique. Un micro que vous passez. Merci beaucoup. D'abord, il faut quand même les féliciter parce que, les écoles et les équipes d'étudiants, parce qu'ils ont fait un super boulot. Je crois que le jury, chaque année, est très séduit par la qualité des dossiers. Alors, je ne sais pas si c'est l'école qui motive les étudiants ou les étudiants qui motivent l'école, mais c'est sympa de voir cette créativité, cette énergie à vouloir développer des projets bio-inspirés. Donc le principe, c'est qu'à partir du moment où j'appuierai sur ce bouton pour afficher votre slide, vous aurez 3 minutes. Vous avez un décompte en face de vous. Il y aura une corne de brume à 2 minutes 30. D'accord ? Et ensuite, 1 ou 2 questions rapides du jury ou pas. Mais on est très content de vous accueillir. Alors, c'est le premier projet de l'école Subbiotech. Vous en verrez 3 sur les 7 finalistes, parce que Subbiotech est hyper impliqué, hyper motivé, et donc fournit, entre guillemets, à chaque fois un joli vivier de porteurs de projets. Merci. Hydro, c'est à vous. Bonjour à tous, merci à la Biomime Expo de nous accueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Hydro, qui a pour but de trouver une solution au manque d'eau dans les pays arides. En effet, la déshydratation des sols est une issue importante et qui peut provoquer quelques problèmes au sein des populations locales, puisque les cultures sont défavorisées et par cela, on va avoir des problèmes de malnutrition et peut-être ça peut aller jusqu'à la famine. On a aussi le problème de dérèglement climatique actuellement qui accélère cette déshydratation des sols. Et donc, il est important d'essayer de résoudre cette problématique avec une solution novatrice. Et donc, c'est là où intervient le projet Hydro, puisqu'on vise à développer une solution pour faire des précipitations naturelles dans des zones cibles. Et l'apport de cette eau permettra de développer et de favoriser une agriculture durable, mais également une économie locale et prospère. Donc pour cela, il faut tout d'abord comprendre comment se forment les averses. Dans les nuages, l'eau se trouve à l'état surfondu, c'est-à-dire qu'elle est à l'état liquide, alors que les températures sont en dessous de 0 degré. Il y a également des aérosols qui vont lier les molécules d'eau entre elles et former des petits cristaux. Par l'effet Bergeron, ces petits cristaux ils vont grossir et lorsqu'il sera assez lourd, il va chuter du nuage. Et c'est les variations de température rencontrées lors de la chute qui vont engendrer la fusion et ainsi provoquer les précipitations. Le problème, c'est que dans certaines zones arides, il va y avoir un manque accru d'aérosols dans les nuages.
Le projet Hydro propose donc d'apporter une solution bio-inspirée d'aérosols, composée d'une part d'un micro-organisme biologique et d'autre part d'un mélange minéral. L'intérêt du micro-organisme, c'est qu'il permet de favoriser la nucléation, il est naturellement présent dans l'environnement et il est également non pathogène pour l'homme et pour son écosystème. Pour acheminer la solution jusque dans l'atmosphère, nous avons mis au point une fusée capable de transporter un drone jusqu'à 4 mm d'altitude. À cette hauteur, le drone sera expulsé de la fusée pour qu'il déploie ses ailes, afin d'entamer la reconnaissance des lieux. Les coordonnées GPS seront préalablement programmées pour diffuser la solution de manière précise et homogène. Une fois cette diffusion terminée, le drone sera récupéré par l'intermédiaire d'un parachute, ce qui permettra de le réutiliser. Ce projet est porté par les étudiants de l'école d'ingénieurs Subiotech qui développent la solution biologique et les étudiants de l'école d'ingénieurs de l'IPSA qui développent le propulseur. Nous espérons pendant ces quelques minutes avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné l'envie de nous faire confiance à développer notre projet. Merci. Bravo, bravo, bravo. On est un peu joueur à la régie. Une question ou pas de question? C'est clair pour vous? Génial. Non, François? Ok, merci. Alors actuellement, ce qui est utilisé en fait en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, il n'y a pas que celui-ci, c'est le iodure d'argent. Ça va être un sel qui est érosif pour les sols et nous justement on apporte une alternative qui est éco-friendly. Voilà, tout à fait. Voilà, je pense que excusez-moi, vous faites partie de l'équipe ou... Même pas. Non, super question et super réponse. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Je garde ça. Merci. Anne, je vous laisse annoncer l'équipe suivante. S'il vous plaît, sur scène, Thermolotus. Le projet Thermolotus, donc Anne Fauvel, Lucie Fernandez, Marjorie Gray, Yanaël Rousseau et Fela Tabet. Allez, sous vos applaudissements et un pas dynamique. Merci. Merci une nouvelle fois pour ce projet Thermolotus. Vous êtes prêts? C'est à vous. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet Thermolotus qui est composé de 5 étudiantes de Subiotech. Alors, actuellement, en France, le secteur qui consomme le plus d'énergie est le secteur du bâtiment avec 44% de consommation contre seulement 32% pour l'industrie, 32% pour les transports, 21% pour l'industrie et 3% pour l'agriculture. Parmi ces 44%, 80% sont dédiés au chauffage. Cette consommation d'énergie entraîne l'émission de particules telles que les particules fines, le monoxyde de carbone ou encore le dioxyde d'azote. Et toute cette émission d'énergie est à l'origine de problèmes environnementaux. C'est donc pour cela qu'il est nécessaire de trouver une nouvelle manière de chauffer nos bâtiments. Pour cette raison, on s'est tourné vers la nature pour voir quelles solutions elle avait à nous proposer. Donc notre solution innovante, Thermolotus, propose une nouvelle manière de chauffer en s'inspirant d'un mécanisme de thermorégulation du lotus sacré. Donc en effet, cette plante venant d'Asie a la propriété particulière de se thermoréguler. C'est-à-dire que les fleurs de lotus vont produire de la chaleur qui vont permettre de maintenir une température comprise entre 30 et 36 degrés Celsius. Donc ce mécanisme a lieu pendant la pollinisation qui dure de 2 à 4 jours et ceci malgré les perturbations de température ambiante. Donc lorsque la température diminue, les plantes vont produire proportionnellement plus de chaleur en oxydant des glucides. Donc pour vous donner une idée, une seule fleur de lotus peut produire jusqu'à 1 watt de chaleur. Donc les cellules qui produisent cette chaleur sont les cellules du réceptacle qui sont situées à la base des pétales. Donc nous souhaitons prélever ces cellules de notre modèle biologique afin de les cultiver et de les adapter à un nouveau système de chauffage. Alors, donc,
Les systèmes de chauffage et de diffusion de chaleur actuellement sont principalement basés sur les chaudières à hydrocarbures. Ces chaudières en fait émettent beaucoup de polluants, donc comme on a noté ici par exemple le monoxyde de carbone, les particules fines ou le dioxyde de soufre. Et donc dans ce contexte, le projet Thermolotus vise à développer un nouveau système de chauffage qui sera donc bio-inspiré et aura un impact neutre sur l'environnement. Donc notre solution, qu'est-ce que c'est? En fait, donc ce sera un bioréacteur qui contiendra les cellules du lotus et pourra être directement implanté à la place de la chaudière. Le bioréacteur pourra être relié directement à la tuyauterie existante et en plus de ça, il produira de l'eau et des composés organiques non polluants et qu'on pourra par exemple réutiliser en tant que compost. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Vous n'aviez pas prévu de dire un mot? Non, non, parce qu'on ne voudrait pas non plus vous frustrer. Une question? C'était super clair. Merci beaucoup, Thermolotus. Bravo. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, je veux bien que l'équipe Glusea, Léa, Chloé, Mylène, Oriane et Chloé, beaucoup de filles quand même dans ces équipes. Merci beaucoup. Ah, elles ne sont pas toutes là, mais bon, pour le principe, c'était quand même sympa de les citer. Le micro, ils sont partis avec ou non? Vous êtes repartis avec un micro? Non. Ok. Merci beaucoup. Le projet s'appelle Glusea. Comment? Glucie. Ah oui, effectivement, on peut... Glucie. Je n'ai pas étudié les dossiers, moi, je ne veux pas influencer. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup à la Biomime Expo de nous permettre d'être ici avec vous aujourd'hui et de vous présenter notre projet Glucie. Avant d'entrer dans les détails de notre projet, nous souhaiterions vous parler de sa création. Dans le cadre de nos études, nous souhaitions développer un projet innovant en lien avec la préservation de l'environnement. Alors quoi de mieux que de substituer un produit polluant par un produit tout droit inspiré de la nature? Nous avons identifié un problème environnemental de grande ampleur qui reste pourtant peu étudié. Il s'agit des cols utilisés dans l'industrie et par les particuliers. Majoritairement issus de la pétrochimie, elles sont utilisées dans presque tous les secteurs d'activité, comme par exemple le bâtiment, le textile ou la maroquinerie. Elles sont irritantes, toxiques et polluantes de leur production jusqu'à leur rejet pour l'homme et pour l'environnement. Dans le souci de trouver une alternative éco-responsable et biodégradable, nous avons cherché une solution durable, viable et éco-friendly. C'est ainsi qu'il y a 1 an, au sein d'un groupe de 5 étudiantes et amies, est né le projet Glucie. Donc, une fois qu'on a défini cette problématique des cols chimiques, nous sommes allés observer l'environnement, voir s'il existait des systèmes d'adhésion biologique. Et c'est comme ça qu'on a pu rencontrer cet animal marin que vous connaissez tous, la moule. En effet, la moule, à son pied, produit des filaments qui lui permettent de s'accrocher aux rochers et qui ont des caractéristiques physico-chimiques proches de ce que nous recherchions. Donc, basés sur des interactions et des complexes entre différentes protéines, ces filaments permettent une accroche qui est résistante à des conditions extrêmes telles que le courant et les sels marins. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes penchés sur l'observation et l'analyse de ce phénomène afin de pouvoir le reproduire en laboratoire et d'effectuer un transfert de technologie. Donc, en s'inspirant de la nature, nous espérons pouvoir développer une alternative verte aux cols actuels. Concernant l'avancée de notre projet, nous sommes actuellement en train de développer notre preuve de concept dont les premiers résultats sont prometteurs. En effet, pendant plusieurs semaines d'immersion en laboratoire, nous avons pu tester et développer notre premier prototype, ce qui nous a permis de mettre en évidence la présence d'adhésion sur différents types de matériaux. Donc pour le futur, nous espérons pouvoir élargir cette gamme de matériaux qu'il est possible de coller avec notre produit et également améliorer et optimiser la texture et l'apparence finale de notre produit afin de pouvoir atteindre et toucher un certain nombre d'applications. Nous vous remercions pour votre écoute et s'il y a des questions... Merci beaucoup, Glucie. François Spiro, le CNES. Merci. Petite question. C'est la substance de la moule
directement que vous prenez pour la preuve de concept, ou bien c'est quelque chose qui s'inspire de la moule? Alors, actuellement, nous utilisons, donc ce n'est pas extrait de la moule, mais nous utilisons une molécule qui est actuellement présente chez la moule. Donc on n'utilise pas le produit extrait de cet animal, mais on utilise la molécule similaire. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision intéressante. Merci beaucoup, Glucy, pour votre présentation. Merci beaucoup. Alors, prochain groupe, le projet Luna, du coup, en l'occurrence, représenté par Steven Asquith. Merci beaucoup, Steven. Ah ben non, finalement, vous êtes plusieurs. Bon. On vous laissera vous présenter, du coup. Alors, dites-nous qui vous êtes, parce qu'on n'avait que le nom de Steven. Alors, bonjour, donc, je suis Steven Asquith, et donc voici Valentin Brochet et Pierre Rimbaud. Bon, vous êtes venu exprès de Nantes? Oh, c'est sympathique. Alors, le projet Luna, je ne suis pas trompé? C'est à vous. Bonjour à toutes et tous et merci de nous accueillir pour cette finale du Biomime Challenge 2019. Nous sommes l'association zoologique des étudiants nantais et si la zoologie peut servir cette espèce particulière qu'est l'homme, c'est bien au travers de cette discipline très intéressante qu'est le biomimétisme. Alors nous souhaitons vous parler de Sophia, Sophia, qui est une enfant de la Lune, c'est-à-dire qu'elle est atteinte d'une pathologie très rare qui la rend très sensible aux ultraviolets. Qui la rend très sensible aux ultraviolets. Je peux pas, je suis désolé. Excusez-moi, il est stressé. Donc je vais reprendre ce que disait Valentin. Donc Sophia, c'est une enfant de la Lune donc, qui a une hypersensibilité aux UV. Malheureusement pour elle, il n'y a aucun traitement pour traiter sa pathologie. Pour elle, deux solutions. Soit une combinaison anti-UV qui peut être encombrante et accentuer un isolement social, soit se tartiner littéralement de crème solaire, ce qui peut être désagréable pour elle et un problème pour notre environnement. Donc nous, aujourd'hui, on voulait proposer à Sophia une alternative pour se protéger des UV. Donc là, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on a dans la nature qui pourrait répondre à cette problématique. Donc en se basant sur cette question, nous avons exploré la zoologie en mettant en évidence donc, les animaux qui sont exposés en continu aux UV et comprendre quelle était leur stratégie pour se protéger de ces derniers. On a mis en évidence deux espèces, donc la grenouille et l'hippopotame, qui vont sécréter donc, des molécules et des pigments afin de se protéger des UV. Dans le cas de la grenouille, on va avoir une protéine présente dans une mousse afin de protéger ses œufs. Dans le cas de l'hippopotame, il va sécréter donc, des pigments colorés issus de glandes subdermiques afin de se protéger lui-même des UV, une sorte d'écran total fait maison en quelque sorte. Donc en associant ces différents composés, nous sommes capables de proposer une protection anti-UV optimale. Dans un second temps, nous avons voulu développer une seconde peau. C'est pourquoi nous nous sommes dirigés vers les diatomées. En effet, ces dernières sont capables de composer un polymère à base de silice et d'oxygène. Nous imaginons donc encapsuler nos différents composants anti-UV dans ce polymère et par l'ajout d'un agent réticulant, créer des liaisons supplémentaires afin de proposer une barrière innovante similaire à une seconde peau. Mais alors, quel bénéfice un tel projet a pour Sophia et notre environnement ? Alors, le projet Luna propose à Sophia un système de protection de la peau et lui permet de s'affranchir d'une part des combinaisons anti-UV qui sont coûteuses et contraignantes, et d'une autre part de l'utilisation massive des crèmes solaires qui sont néfastes pour l'environnement, et afin que Sophia ne devienne pas une crème solaire humaine. Donc ce projet, il se veut éco-responsable par l'utilisation de composants 100% naturels. Il se veut également crédible grâce à l'appui de la littérature et innovant par l'application des composants qui n'ont jamais été utilisés pour ce genre d'application. Le projet également se voit mettre en lien des compétences pluridisciplinaires afin de permettre la fabrication d'une seconde peau. Et pour conclure, bien qu'on cible principalement les enfants de la Lune, ce projet peut être réfléchi pour vous ou alors l'ensemble de cet amphithéâtre, afin de s'affranchir définitivement de l'utilisation massive des crèmes solaires et du coup de diminuer l'impact qu'elles ont néfaste sur l'environnement. Merci à tous de votre attention. Merci.
Merci beaucoup. Une question? Lucie? Plus tard. Merci beaucoup, Projet Luna. Merci beaucoup. On va enchaîner, s'il vous plaît, avec le projet Tekasai, présenté par Loïs Tavernier. Merci Loïs de nous rejoindre. On est dans le domaine de l'architecture. Je le connais, c'est pour ça. Je te donne juste le micro. Merci. Hop. Merci Loïs, au nom de l'école Strat École de Design, de nous présenter ce projet Tekasai. Bonjour, j'ai réalisé ce diplôme pour valider mon diplôme à l'école de design Strat. Donc en fait, ce projet s'appelle Tekasai et il a pour but de répondre à la problématique de la montée des eaux. Donc en fait, il a pour but de rétablir la symbiose entre les hommes et leur environnement grâce à une structure pérenne placée sur l'eau qui offrira un nouveau cadre de vie sur les terres inondées. Donc en fait, le projet s'inspire directement des forêts de mangroves parce qu'elles sont connues pour absorber l'énergie des vagues et des tempêtes, pour retenir les sédiments et donc protéger les côtes et être une vraie nurserie pour la faune aquatique et terrestre. Donc tous ces points m'intéressaient et donc le projet est composé d'une partie extérieure qui correspond donc à une unité de production où je peux faire de l'agriculture hors sol et de l'aquaculture. Ces deux écosystèmes créent une économie circulaire qui se base sur le système de l'aquaponie, donc qui existe déjà depuis la nuit des temps avec les Indiens d'Amérique, mais qui est revalorisée aujourd'hui. Donc toute cette structure extérieure, elle est plantée dans le sol avec une structure croisée pour copier au maximum les racines entremêlées des mangroves. Et ensuite, il y a la partie intérieure qui est flottante, qui elle se trouve au centre du dispositif et qui est en fait un lieu d'habitation pour les populations. Donc il est au centre pour être vraiment protégé de l'environnement et de la montée des eaux, donc c'est pour ça qu'il est flottant. Tout le projet est entièrement construit en bambou et assemblé principalement selon des techniques locales pour que les populations qui en ont le plus besoin puissent fabriquer le projet. Et initialement, il a été pensé au Bangladesh parce que c'est un des pays qui est le plus concerné par la montée des eaux. Mais en fait, la zone humide dans laquelle j'ai pensé le projet, il y en a plusieurs dans le monde entier aux mêmes caractéristiques sur lesquelles pourrait venir le projet Tekasai. Donc principalement aussi en Asie, en Afrique et en Amérique latine. J'ai même un peu d'avance. Merci pour votre écoute et merci au Biomime Challenge de me donner l'opportunité de présenter le projet. Merci beaucoup pour ce projet. Une question, Nicolas? Oui, moi, je trouve que c'est un très beau projet, félicitations. J'ai une question et peut-être une réserve face aux intempéries marins, notamment à des vagues. Comment ce système va pouvoir résister à des vagues, voilà, à des mouvements marins? Alors effectivement, c'est une bonne question parce que ça, ce sera vraiment l'étude qui va être importante dans le projet. Là, initialement, j'ai vraiment copié le système des mangroves. Donc, comme elles sont connues pour absorber l'énergie des vagues et des tempêtes, je fais pareil en proposant plusieurs digues. Donc, plus il y aura de digues, plus je pense que je vais pouvoir absorber l'énergie des vagues. En plus de ça, j'aimerais pouvoir, dans les fondations, copier un peu celle de la mangrove, qui, pour un arbre, en fait, a un système racinaire d'un diamètre de 50 mètres environ, et il est planté dans le sol, les racines sont plantées dans le sol à environ 40-50 cm. Donc c'est très peu. Donc j'espère que par l'aspect horizontal du projet, j'arriverai à copier ces problématiques, ces caractéristiques-là. Maintenant, sur la résistance, il faudrait justement faire des tests pour savoir à quel type d'intensité de vagues ça peut résister et quelle intensité de tempête aussi. Et ensuite, il y a plusieurs points. En fait, il y a différents types de zones humides. Il y a celles le long du littoral où se trouvent les mangroves, mais il y a aussi les zones humides continentales où on retrouve la plupart des villages lacustres, donc sur l'eau, qui sont entièrement construits en bambou, où là, la problématique, c'est celle du vent. Donc en fait, en fonction du lieu où ça s'implante, la forme peut évoluer et être étudiée pour que justement ça puisse répondre aux besoins d'un lieu.
Merci beaucoup Loïs Tavernier, Tekasai. Merci beaucoup Loïs. Alors maintenant, le projet Implant, donc Pedro Kasprikowski et Elisa Garand. S'il vous plaît, merci beaucoup. Pour l'École nationale supérieure d'architecture Rouen-Normandie. Merci beaucoup pour votre présence et votre projet, pour avoir participé au challenge. C'est à vous. Alors, bonjour à tous. Avez-vous déjà imaginé la vie d'une personne amputée? Dans le monde, 40 millions de personnes sont amputées. Ce chiffre est susceptible de doubler d'ici 2050 selon l'OMS. Depuis les années 90, un type d'implant est étudié afin de simplifier la vie des personnes amputées d'au moins une partie d'un membre inférieur. Ce sont les implants ostéo-intégrés. Les implants présentent de nombreux avantages par rapport aux anciennes prothèses en chaussettes. Parmi eux, nous pouvons distinguer une meilleure capacité de réaliser les mouvements. Dans le monde, 3 types de systèmes sont commercialisés et 5 institutions cherchent encore à développer des implants similaires. Cependant, ces implants présentent encore des inconvénients qui peuvent être améliorés. Dans notre projet, nous nous concentrons sur la baisse des résistances de l'os autour de l'attachement de l'implant. Cela peut provoquer des fissurations allant jusqu'à la casse de l'interface aux implants. Ce problème est causé par un mécanisme d'optimisation naturelle décrit par la loi de Wolff et qui nous dit « use it or lose it ». Ainsi, l'os a tendance à réduire sa densité où il n'est pas sollicité, comme dans les prothèses transfémorales, car l'implant, il supporte une partie de la charge que l'os devrait supporter. Nous cherchons donc une solution de conception qui homogénise la distribution des charges entre l'os et l'implant. Pensez-vous à une structure naturelle similaire à ce type d'implant? Bien sûr, les bois de cerf. Ces organes sont présents chez les mâles de chaque espèce de la famille des cervidés. C'est vrai, ils passent au travers de la peau de ces animaux et doivent également supporter de grandes charges lorsque les mâles se battent entre eux. Finalement, nous avons étudié les bois de ces animaux et nous avons trouvé 3 caractéristiques applicables à nos implants. L'une d'entre elles est l'optimisation des formes qui peut aussi s'appliquer dans notre contexte. Ce phénomène d'optimisation revient au principe de Wolff et il se trouve également dans d'autres structures naturelles comme par exemple les arbres. Nous sommes en train de développer un modèle numérique pour simuler dans le logiciel LS-DYNA les comportements du système aux implants lors des chargements liés à la marche de l'utilisateur. D'un côté technique, nous allons utiliser une innovation dans notre modèle qui consiste à utiliser un maillage isogéométrique capable de mieux épouser des formes complexes. Avec notre modèle optimisé, selon l'idée bio-inspirée, nous allons réaliser un prototype imprimé 3D qui sera testé dans les laboratoires l'INSA Rouen-Normandie. Finalement, nous avons pour objectif de produire un implant plus durable et qui sera utilisable par une plus grande partie des patients, notamment ceux atteints d'ostéoporose. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci beaucoup et bravo pour ce duo vocal. Une question? Très clair. Merci beaucoup. Je veux bien récupérer ça. Merci. Bien, je crois qu'on arrive à la dernière équipe. S'il vous plaît, sur scène, le projet Panneau. Alors Joshua, on l'a appelé Panneau parce que c'était trop long, donc on a synthétisé comme ça. De l'ENSA Paris-Val de Seine. Merci beaucoup d'être présent et d'avoir participé. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Joshua Saul, je suis étudiant en école d'architecture en dernière année et donc je vais tenter de vous résumer rapidement la démarche qui m'a permis d'aboutir à un système de panneaux de façade biomimétique qui permet de répondre à la problématique de la filtration du rayonnement solaire. C'est quelque chose, c'est un gros enjeu dans le domaine du bâtiment pour des raisons de confort lumineux, de confort thermique pour les usagers. Et donc on est allé chercher des modèles biologiques dans la nature qui justement doivent faire face à des conditions climatiques extrêmes et filtrer la lumière du soleil. Donc j'ai trouvé un
un arbre en Afrique du Sud qui a plusieurs systèmes pour se protéger, dont la géométrie de ses feuilles qui se déploie en étoiles et qui par superposition crée de l'ombre, et également une poudre blanchâtre qui va recouvrir ses branches pour refléter la lumière. Il y a également le phénomène d'héliotropisme du tournesol qui va donc suivre la course du soleil tout au long de la journée pour optimiser la réception de la lumière. Et également les phénomènes de photonastie, donc c'est ces plantes qui s'ouvrent et qui se referment pour s'adapter. Et un cactus qui possède une racine qui va se rétracter et donc emmener le cactus sous la surface du sol pour le protéger de la lumière. Et donc ces différents processus, j'ai essayé de les transposer dans le domaine de l'architecture, donc des processus de géométrie, de structure, de mouvement, pour aboutir à des panneaux assez simples. On s'est rapidement rendu compte qu'il y a certaines limites technologiques. Il faudra peut-être revoir ce projet dans une dizaine d'années. On avait prévu un sorte d'axe avec un système de ressort et de liquide à changement de phase qui pourrait ouvrir et refermer le panneau selon la chaleur. Mais une solution plus simple et peut-être plus viable et directement applicable aujourd'hui a été préférée, avec donc simplement des pales qui sont accrochées sur des petites pièces métalliques qui s'enroulent autour d'un axe et qui, du côté intérieur, a une manivelle qui peut être actionnée par les usagers. Et donc ces panneaux peuvent se mettre sur des bâtiments existants, mais aussi sur... Oh, c'est stressant. Aussi sur des bâtiments neufs, en particulier, je pense, du bureau. Il a été dimensionné à peu près 1,35 m, donc ça correspond à peu près à une trame dans le bureau en général, pour en avoir deux l'un au-dessus de l'autre, facilement manutentionnables par un usager. Et donc il serait fabriqué en plastique de lin, d'où la bouteille de vin là-haut. C'est un nouveau plastique végétal qui a été inventé, qui est à la fois très résistant, très fin et aussi translucide, et qui donc répondait parfaitement aux enjeux de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question pour le projet de façade panneau? Non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toute cette créativité, cette richesse dans ces différents projets qui nous ont été soumis. Merci de vous être livrés à l'exercice. Le temps est maintenant pour le jury, le temps est venu de délibérer. Alors, on va commencer par... Est-ce qu'on a un... Deux premiers ex-aequo. Bon, alors un coup de cœur, ben, c'est très bien. On va démarrer par le coup de cœur. Pour annoncer le prix coup de cœur, on va se mettre au milieu, le prix coup de cœur Biomime Expo 2019. Anne, je vous en prie. Alors, le prix coup de cœur est donc le projet Un Plan. Un plan qu'on vient d'écouter, enfin il n'y a pas longtemps. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Anne, je vous laisse le remettre si vous voulez bien. Kalina, rapproche-toi aussi. Voilà. Sylvain est là pour la photo. Formidable. Quel timing. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Le projet Un Plan. Alors, on va passer au... Alors, qu'est-ce que tu m'as dit, Kalina? Il y a... Comment je fais, moi? Bon, ok. Deuxième prix. Alors, le deuxième prix, Kalina, vas-y. Est attribué au projet Glucy. Glucy, bravo, projet Glucy. Bravo. Bravo, venez ici, s'il vous plaît, projet Glucy. On va se mettre de... Bon, allez. Attendez, on va se mettre de part et d'autre. Bravo, projet Glucy. Alors, on refera un deuxième premier prix. Donc, deux premiers prix. Et oui, on n'a pas réussi à départager les deux lauréats. On les appelle ensemble?
On les appelle ensemble, ok. Alors, donc, on appelle sur scène Thermolotus et Luna. Bravo. Bon, de toute façon, bravo. Donc, 2 premiers prix Biomime Challenge 2019, Thermolotus et Luna. On refera un petit trophée premier prix. Mettez-vous au milieu, s'il vous plaît. Mettez-vous au centre. Allez-y, allez-y, plus au centre. Je ne sais pas si on va aider Sylvain.